Crise du Darfour, autopsie d'un drame oublié, c'est le menu de votre rubrique Les clés du monde. On n'en parle plus que quand de nouveaux soubresauts viennent perturber la tranquille indifférence des grandes puissances internationales vis-à-vis de ce conflit. Et pourtant, au Darfour, des centaines, voire des milliers de personnes continuent de mourir victimes d'un conflit bien utile. Utile. Alors, aujourd'hui, dérangeant et marginalisé. James, dites-nous, après, une brève introduction pour nous préciser ce que c'est que le conflit de cette crise de Darfour, vous nous direz quelles en sont les réelles motivations. Merci Loris. Freddy d'abord, je saisis l'occasion pour saluer bien entendu les téléspectateurs et les auditeurs. Si je ne l'ai pas fait. Puisque vous ne m'avez pas donné l'occasion de le faire en son temps. Vous savez, le conflit du Darfour est un conflit qui a occupé une très grande partie de l'actualité internationale entre 2000 et 2010, je dirais, à telle enseigne qu'à l'occasion de l'élection présidentielle en France en 2007, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui étaient au second tour, ont été interrogés, c'est un fait assez rare, sur ce qu'ils feraient si l'un d'eux était élu président de la République pour régler le problème du Darfour. Ce conflit était également très prégnant dans l'actualité puisque les États-Unis d'Amérique s'en étaient saisis de façon, je dirais, à bras le corps et présentaient ce conflit-là comme étant un véritable génocide. Et donc le conflit du Darfour, localisé dans la région ouest du Soudan, le Soudan qui était jusqu'à une époque récente le plus grand pays d'Afrique, ce conflit a débuté en 2003. Il se localise donc dans cette région de l'ouest du Darfour qui comporte les trois grandes villes Al-Djenina, Niala et Al-Fasher. Et ce conflit est fondé sur des motivations, comme la plupart des conflits d'ailleurs en Afrique, sur des motivations ethniques, sur des motivations communautaires, sur des motivations religieuses, mais aussi et surtout sur des questions politiques et d'ordre économique. La région du Darfour aujourd'hui est une région où a été découverte ont été découverts des gisements de pétrole. C'est une région pétrolifère donc et qui pourrait normalement remplacer le flux de pétrole que le Soudan a perdu avec la partition du Sud. Vous savez, le Soudan, comme je le disais, était le plus grand pays d'Afrique jusqu'à ce que la partition du Sud ne fasse de la République du Sud-Soudan un État indépendant. Et donc, la quasi-totalité des gisements de pétrole qui faisaient la richesse du Soudan sont passés au Sud et la gestion donc revient au Sud, ce qui a réduit considérablement les flux financiers du Nord. Et donc le Darfour étant lui aussi pétrolifère, en tout cas ayant été découvert et reconnu pétrolifère par les prospecteurs de pétrole, cette région est devenue un centre d'intérêt et le gouvernement du Soudan a mis en tout cas les moyens pour que cette région n'obtienne pas à son tour une indépendance ou une autonomie excessive comme l'a eu le Soudan du Sud. Ce conflit se base donc sur des motifs économiques, comme je l'ai dit à ce niveau-là, surtout sur les ressources pétrolifères dont regorge le Soudan, le Darfour. Mais il y a forcément des questions ethniques qui se posent. La région du Darfour est à majorité noire, à majorité peuplée d'ethnies noires, les Fours, les Agawa notamment, auxquelles s'opposent les ethnies arabes, qui sont les ethnies nomades qui vivent dans la région et qui, les Arabes étant ceux qui sont au pouvoir à Khartoum et qui donc administrent le Darfour. Donc les ethnies d'obédience noire ont une dent contre les Arabes dont ils estiment être, pratiquement des esclavagistes ou des dominateurs, des colonisateurs, et ont commencé dans la foulée de l'indépendance du Sud du Soudan et même bien avant l'indépendance du Sud du Soudan, mais dans la foulée de la guerre au Sud du Soudan, à revendiquer à leur tour une indépendance ou tout au moins une autonomie, ce qui a fait naître plusieurs mouvements différents sur la base ethnique, plusieurs mouvements de rébellion au Darfour qui ont commencé à combattre le gouvernement, qui se sont d'ailleurs
avec le temps disloqués, dispersés. On a une kyrielle de mouvements de rébellion aujourd'hui qui se combattent parfois entre eux, mais qui ont tous un objectif commun également, c'est de combattre le régime soudanais d'Omar Hassan al-Béchir. Qu'est-ce qui explique, James, selon vous, le fait que cette crise ne soit plus au menu, ne retienne plus l'attention de la communauté internationale? Aujourd'hui, en tout cas, cette crise qui était perçue comme un génocide par les États-Unis d'Amérique, qui était perçue comme une très grave crise humanitaire, qui a provoqué même l'inculpation par la Cour pénale internationale du président Omar Hassan al-Béchir, n'est plus, comme vous l'avez si bien mentionné, au cœur de l'actualité internationale. Et cela, c'est pour plusieurs raisons. Vous savez, les crises qui durent interminablement, finissent par ne plus retenir l'attention de la communauté internationale. Et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver au Darfour. Le Darfour est toujours en crise, mais aujourd'hui une forme de lassitude s'est installée. Et puis les dirigeants qui s'étaient vraiment intéressés à la crise, pour des raisons politiques, de politique intérieure, notamment le président américain George Walker Bush, ne sont plus au pouvoir. Les administrations qui les ont accompagnés à cette époque-là également ne sont plus au pouvoir. Et donc, les nouvelles administrations, et plus particulièrement l'administration du président Barack Obama et pire encore, celle de Donald Trump, se sont désintéressés progressivement du conflit. Donald Trump ne s'en émeut pratiquement pas. Je ne sais pas s'il s'est déjà exprimé là-dessus. En tout cas, ce n'est plus une préoccupation majeure pour la communauté internationale. En Europe également, beaucoup d'administrations ont changé. Ce sont les alliés de la démocratie. Et donc, cette crise ne fait plus partie des priorités de cette communauté internationale. D'autant plus que le pétrole, qui en est l'un des enjeux, le pétrole a chuté drastiquement en termes de coûts et ne constitue plus aujourd'hui une ressource à laquelle on peut donc s'intéresser et espérer attirer des revenus immédiats. Et donc, à partir du moment où le pétrole a perdu un peu de cette valeur, les régions du Darfour qui sont en crise ne constituent plus une priorité pour ces puissances internationales. Et donc, c'est à l'intérieur aujourd'hui du Darfour, entre les ethnies, que se poursuit cette guerre. Le gouvernement soudanais qui arme et alimente des milices arabophones qu'on appelle les Janjaweeds, continue, lui, de son côté, de maintenir cette pression sur les populations dont sont issus les rebelles pour quand même garder la même mise sur le territoire. Et au-delà, la communauté internationale ne s'y intéresse vraiment plus comme c'était le cas par le passé. Alors, James, où en sont les poursuites enclenchées entre-temps par la CPI contre le président sud-soudanais, Omar al-Béchir? Oui, Omar Hassan al-Béchir est toujours poursuivi pour crimes contre l'humanité, tout au moins, crimes contre l'humanité, crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Vous savez, on dirait, Omar Hassan al-Béchir ne peut plus voyager librement partout dans le monde. Beaucoup de pays cherchent à lui mettre la main dessus pour le livrer à la Cour pénale internationale. Vous aurez constaté que lors des grandes réunions internationales, hors du continent africain, il se déplace très peu. Hors du continent, il se déplace très peu. Et même sur le continent, vous l'avez vu au sommet Union africaine-Union européenne, il s'est abstenu de se rendre à Abidjan. Il y a des pays africains où il ne se rend pratiquement pas. Je ne suis pas sûr que Omar Hassan al-Béchir accepte de se rendre notamment au Bénin, même si le Bénin n'a pas manifesté l'intention de le faire arrêter, mais le Bénin est parti à la Cour pénale internationale et pourrait éventuellement, même sans que les autorités béninoises ne le décident, mais la justice béninoise peut décider de le faire arrêter et de le livrer. Et donc, si la séparation des pouvoirs est ainsi respectée, Omar Hassan al-Béchir risque de se faire arrêter dans certains pays. Et c'est pour cette raison qu'il se déplace peu. Mais au-delà donc de ces restrictions de déplacement, Omar Hassan al-Béchir est tranquille globalement. Il vit bien son rôle de président. Il exerce ses fonctions en tant que chef d'État de la République du Soudan. Il voyage même dans certains pays. On l'a vu récemment, nous allons en parler peut-être tout à l'heure. On l'a vu en Russie.
Et puis, il ne se cache pas de cette animosité vis-à-vis de la Cour pénale internationale, dont il estime, comme beaucoup de chefs d'État africains, comme beaucoup de dirigeants et de penseurs et d'intellectuels africains, que cette Cour est instrumentalisée, qu'elle ne cherche à poursuivre que les dirigeants africains. Et donc, Omar Hassan al-Béchir, si on peut ainsi dire, est tranquille pour le moment. La crise du Darfour commence à ne plus apparaître comme une priorité. De toute façon, la Cour pénale internationale attend toujours son moment. Vous savez, c'est comme un attaquant de pointe qui se fait oublier dans un match de football et qui, au moment où on s'y attend le moins, peut marquer un qui endort la défense décisif. Voilà, donc si la Cour pénale internationale ne parle plus beaucoup d'Omar Hassan al-Béchir, ça ne veut pas pour autant dire qu'il peut continuer à mener l'activité ou à voyager librement à travers le monde. À la moindre erreur, il pourrait se faire arrêter et être livré. Mais cela encore, c'est une autre paire de manches parce que c'est un chef d'État en exercice et même si la Cour pénale internationale ne reconnaît pas le caractère officiel des personnalités qu'elle poursuit, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de la personnalité d'un chef d'État et une arrestation d'un chef d'État en exercice et sa livraison à une Cour pénale, quelle qu'elle soit, risque d'enclencher un nouveau conflit, peut-être pas un conflit militaire, mais en tout cas d'amener des situations qui sont pour le moment inédites dans les relations internationales. Je dis cela parce que dans la diplomatie de ce pays avec oui, le Soudan. Bien sûr, forcément. Omar Hassan al-Béchir est soutenu également par des puissances internationales qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies comme la Russie et comme la Chine. Et de ce point de vue-là, le capturer, le livrer ne sera pas chose aisée. Alors, dans ces circonstances, James William Baguidi, dites-nous, quelle perspective pour cette crise du Darfour? Bon, vous savez, la crise du Darfour aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une crise oubliée, c'est une crise dont on parle peu. On ne sait pas encore ce que réserve l'avenir dans cette situation. On sait que de nombreux mouvements rebelles du Soudan, notamment donc du Darfour, se combattent aujourd'hui entre eux, combattent le gouvernement, combattent les milices janjaouides. Il y a je dirais, une situation qui est devenue pratiquement inextricable au niveau de cette région. Il y a eu ceux qui se sont alliés au gouvernement soudanais comme Minawi à une époque donnée, c'était lui le chef de toute la rébellion. Mais ensuite, après cette alliance-là avec le gouvernement, il a été désavoué par une partie des rebelles qui se sont retournés contre ses hommes. Et lui-même, après une certaine collaboration avec le gouvernement, il a dû se rendre compte que ça ne fonctionnait pas comme il le voulait. Il n'avait pas les avantages qu'il espérait. Il a fait demi-tour. Il est revenu à la rébellion, tout un imbroglio. Et malheureusement, comme ce conflit est aujourd'hui négligé par la communauté internationale, les perspectives sont pour le moins sombres pour les ressortissants et les habitants du Darfour. Merci, James William Baguidi. C'est très succinct. Merci pour l'effort. C'est moi qui vous remercie.